Bonsoir à tous. Le pape François se rend ces jours-ci au Mexique, deuxième pays catholique d'Amérique latine. Le Mexique, un pays de contraste avec la foi fervente des Mexicains, les magnifiques sites touristiques, mais aussi un pays gangréné par la pauvreté, la violence et la drogue. C'est au Mexique que se trouve la basilique Notre-Dame de Guadalupe, un des centres où vibre l'âme catholique mexicaine. Mais le Mexique est aussi marqué par plus de 60 ans d'un régime de laïcité très dur, donc pays contrasté. Quel défi aujourd'hui pour les Mexicains, et pour les chrétiens en particulier du Mexique? Eh bien, pour cela, nous allons en parler avec le Père Calixto Martinez. Père, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints le temps de cette émission. Alors, vous êtes mexicain, vicaire général des Fils de la Charité à Paris, où vous vivez depuis bientôt 10 ans. Voilà. Pour vous situer, vous êtes originaire du diocèse de Oaxaca, dans le sud-est du Mexique. C'est ça, oui, tout à fait. Et vous avez été en mission pendant 5 ans à Ciudad Juárez, qui est au nord, qui est à la frontière avec les États-Unis. Vous nous raconterez un petit peu quelles sont les joies et les défis des catholiques que vous avez rencontrés. Mais tout d'abord, peut-être une première photographie du pays, mosaïque de culture et de peuple. Le Mexique compte environ 122 millions d'habitants. Est-ce que vous pouvez nous situer en quelques mots l'Église catholique mexicaine? Tout à fait. Comme vous dites, c'est très juste. Le Mexique, c'est un mosaïque de culture, d'abord. Donc, 120 millions d'habitants, 2 millions de kilomètres carrés pour arrondir le chiffre. Et puis, par rapport à l'Église, 83%, c'est dit catholique. Et je dis bien c'est dit catholique parce qu'il y a de tout là. Et il y a donc, par rapport à l'Église, 93 diocèses, le pays organise 93 diocèses, il y a 70 évêques. Donc, quelque chose à peu près de 16 416 prêtres entre diocésains et religieux. Et il y a aussi, c'est significatif, 850 diacres permanents. Ça veut dire que les diacres sont ordonnés diacres, mais sont des personnes mariées. Voilà. Et notamment une bonne partie à Chiapas, dont on parlera ici. Chiapas, voilà. Tout à fait. On va s'intéresser aux lieux que visitera le pape. Ce sont des lieux à la portée symbolique assez forte, avec tout d'abord le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe, patronne de l'Amérique latine. En 1531, la Vierge apparaît à Juan Diego, simple berger aztèque, sur la colline de Tepeyac, près de Mexico. Deuxième lieu de pèlerinage catholique au monde après le Vatican. Les Sud-Américains viennent y prier pour l'évangélisation des familles, des peuples et pour le réconfort des indigènes et des pauvres. On regarde cet extrait de documentaire. L'image de la Morenita est un exemple unique d'une parfaite interculture dans l'histoire. Parce que Marie réussit à atteindre le cœur des Indiens, qui comprirent par la suite, grâce à son image, qu'ils pouvaient se confier à elle. Et également le cœur des Espagnols qui la reconnurent, comprenant la dignité des peuples indigènes qu'elle montrait personnifiant les symboles de cette culture. Tout ceci eut un impact incroyable. Il est dit dans les annales historiques qu'après les apparitions, ce furent des millions d'Indiens qui se firent baptiser et non pas des milliers. L'apparition de la très sainte Vierge aida de manière significative le projet évangélique qui se heurtait à des difficultés extrêmes. Il est évident que ce fut un facteur externe inexplicable qui favorisa cette importante conversion au centre du Mexique. Nous pensons que ce facteur externe fut bien sûr la très sainte Vierge. L'image de Guadalupe semble avoir ce qui est appelé le don des langues, ce qui veut dire qu'elle s'adresse à chacun dans sa propre langue, aux scientifiques, aux historiens, aux anthropologues. Avec le temps, on peut penser qu'au XVIe siècle, par ses apparitions, elle parle également aux indigènes grâce à son image. Car pour eux, c'est comme un codex. Pour eux, l'image est une manière de communiquer. Ils y voient et lisent en elle toute une série de messages, un message d'amour.
Alors voilà, ce sanctuaire très très populaire au Mexique et au-delà des frontières mexicaines, finalement, est-ce qu'il résume ce qu'est la foi des Mexicains? Tout à fait, on peut dire ça. C'est très populaire. Et en plus, je dirais l'image et le fait de l'apparition de la Sainte Vierge à Juan Diego, c'est un indigène, donc pauvre. C'est quelque chose comme icône de la foi du peuple mexicain et aussi de l'identité du peuple mexicain. Est-ce que les gens s'identifient comme on a vu dans l'émission et se sentent proches, accueillis, l'image même comme telle, le visage de la Vierge, les vêtements et tout l'ensemble. Et donc c'est quelque chose de très important pour les Mexicains. Autour de la fête du 12 décembre, c'est sa fête, il y a entre 6 et 7 millions de pèlerins qui viennent dans ces jours seulement de tous les coins du pays et des fois d'ailleurs. Donc, grand nombre de pèlerins. Et vous évoquiez le vêtement, hein, puisque la représentation de la Vierge apparaît sur une tunique que portait ce petit garçon. Oui. Voilà, donc c'est ça qui est vénéré aussi aujourd'hui. Hein. Oui, c'est l'inculturation, dans un mot, l'inculturation de l'Évangile dans ce peuple-là, parce qu'il faut la situer, comme on a vu dans l'émission, 1531, 10 ans après de la conquête. Donc, dans un moment très difficile pour le peuple mexicain. Et la Vierge vient pour apparaître, vient pour se donner, pour être présent à côté du pauvre, à côté des gens méprisés, qui ne se sentaient pas accueillis, qui ne se sentaient pas dans l'Église. Alors, avec la Vierge, ils se sont sentis représentés pour dire les choses comme ça. Et notamment les indigènes, hein, donc vous évoquiez, qui ne se sentaient pas forcément accueillis. Le Mexique est marqué aussi par une religiosité forte. Comment elle s'exprime ? Bien, cette religiosité s'exprime de différentes manières, notamment par le fête. C'est un peuple très, très joyeux. On aime faire la fête partout. Mais ça date depuis longtemps, dans les cultures très, très anciennes. Là, il y a cet esprit-là de se rassembler, de partager. On dit en espagnol de convivir, la convivialité, donc entre différents groupes et tout ça. Et il s'exprime aussi par le pèlerinage, notamment. On aime marcher vers des sanctuaires, vers des lieux symboliques. Voilà. Et d'autres parties s'expriment aussi par la décoration des fleurs. Les églises sont très décorées, si vous voyagez, c'est très, très joli. Et aussi, ça passe par la nourriture, par la gastronomie. Donc, chaque fête, ça dépend des régions, il y a un repas très spécifique pour telle fête. Tout ça. Donc, c'est un ensemble, La danse aussi, il y a la danse. C'est tout un ensemble. L'Église, elle en fait quoi, justement, de ce mélange de cultures avec des emprunts des cultures anciennes, vous le disiez. Est-ce qu'il y a une pédagogie aussi autour de ça, de la part de l'Église, pour incarner bien ces éléments-là dans la foi? Et je crois que l'Église fait l'effort d'inculturer. Ça, c'est le mot, inculturer l'Évangile dans ces cultures-là, parce que ce n'est pas unique. Il y avait des groupes différents, donc depuis les Mayas, l'Aztèque, etc. Et donc, d'abord, inculturer l'Évangile, ça veut dire respecter, valoriser ces cultures, la protéger, les promouvoir, mais aussi, on dit, les évangéliser, parce qu'il y a des excès aussi, il faut le dire, des fêtes. Ça peut être quoi, par exemple? Des fêtes que se dégradent en beaucoup de boissons, par exemple, et tout ça. Voilà. Et c'est ça surtout, voilà. Où les gens dépensent beaucoup d'argent pour faire une fête et puis ils vivent pauvrement très longtemps. Des choses comme ça. Mais le fond, c'est très positif. Donc l'Église essaye de valoriser ça. Voilà. D'accord. Alors le pape va aussi se rendre à Morelia, dans l'état du Michoacán, c'est bien ça? C'est ça, oui. Dans l'ouest. Dites-nous un petit peu ce qui caractérise cet état.
Oui, Morelia, c'est un diocèse fondé en 1936, 1536, 1536. Et donc, c'est le 4e diocèse le plus ancien du pays, après Puebla, Oaxaca, Mexico, ville de Mexico. Voilà. Et donc, sa caractéristique, c'est un lieu assez, justement, d'une religiosité très, très forte, très populaire. Et une autre caractéristique, c'est que ce diocèse-là a eu la chance d'avoir démarré avec un évêque très, très bien, qui s'appelait Don Vasco, Tata Vasco, le peuple l'appelait Tata Vasco. Et Vasco de Quiroga, c'est son nom. Alors, il était très sensible à la culture. Il a su valoriser les semences de l'Évangile dans ces cultures-là. Et depuis le début du diocèse, il a su aussi promouvoir ce qu'il appelait l'évangélisation intégrale, comme d'autres l'ont fait après. Et ça veut dire la promotion humaine, mais aussi l'organisation du peuple, et notamment par les ateliers d'artisanat. Dans Michoacán, il y a beaucoup d'ateliers, et notamment un aspect qui jusqu'à aujourd'hui c'est très, très connu, reconnu, la fabrication des guitares de Paracho, Michoacán. C'est un peuple très, très doué pour faire des artisanat, de fabrication des choses. Donc l'Église, c'est une Église très, très, très vivante aussi, et essaye d'accompagner. Voilà. Dernièrement a été nommé cardinal, son évêque, donc Suarezinda. Autre étape, San Cristobal de las Casas. Alors ça, c'est dans le Chiapas. Ça, c'est dans le Chiapas, le sud-est. Mouvementée. Une histoire très mouvementée, très, très longue histoire, très intéressante aussi. Et Chiapas est fondé juste après, si on peut dire comme ça, en 1539. Donc, ça serait le 5e diocèse fondé, et le plus ancien fondé. Et là aussi, la caractéristique, c'est une population très indigène. Aujourd'hui, on parle de 27% de la totalité de la population comme population indigène. Et il y a beaucoup de groupes, différents groupes ethniques. Et là aussi, on a eu la chance aussi d'avoir un autre évêque, le premier évêque de San Cristobal était le père Las Casas, Bartolomé de Las Casas. C'était très bien, c'était un espagnol formé en droit. Et là aussi, il a su respecter et valoriser la sémence de l'Évangile dans ces cultures-là, et les mettre en valeur, et les promouvoir, les accompagner, et tout ça. Il a défendu fortement dans la cour espagnole ce peuple-là. Donc tout un voyage qui, évidemment, voilà, a une portée forte, symbolique, avec notamment l'étape à Ciudad Juárez. C'est dans le nord. Juste un mot sur le Chiapas, parce que ça me semble très important. C'est là où il y a la présence, une bonne présence des diacres permanents dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a 450 plus ou moins diacres ordonnés, mariés. C'est très important pour l'inculturation de l'Évangile parce que ce sont des gens qui sont issus de là, qui connaissent la réalité, qui connaissent la culture, et ils accompagnent des fois les villages très éloignés des villes, des fois où les prêtres n'arrivent pas à aller assez souvent. Donc ce sont les diacres qui font un travail avec les catéchistes. C'est très intéressant. Enfin, Ciudad Juárez, je le disais en début d'émission, où vous-même vous avez été en mission pendant 5 ans. Pour vous, qu'est-ce qui caractérise cette ville qui est frontalière, il faut le dire, avec les États-Unis ? Tout à fait. Et avant qu'on parle de votre mission, qu'est-ce qui synthétise un petit peu le... D'accord. J'étais ordonné prêtre en 1991, donc 9 février. Et puis, je suis envoyé en mission à Ciudad Juárez parce que nous avions à ce moment-là une communauté à Ciudad Juárez
qu'on avait quitté malheureusement à cause de la distance, parce que nous sommes une petite congrégation. Il y a entre Mexico-Ville et Ciudad Juárez 1850 kilomètres de distance. Donc c'est très loin, très loin. Et donc nous étions obligés de laisser, de quitter pour nous unir en tant que communauté religieuse. Mais c'est très intéressant. Donc je suis arrivé là-bas en 91 alors. Et pour travailler, pour accompagner ce peuple-là, la caractéristique, c'est un peuple de travailleurs. Et un peuple de travailleurs, si on peut revenir à ça, des maquilas de l'industrie qu'on appelle maquiladoras. Voilà. Et ce sont des entreprises américaines, hein, voilà. C'est ça Ce sont des entreprises américaines qui viennent s'implanter là-bas pour profiter de la main-d'œuvre moins chère voilà, et des gens qui sont en passage. Voilà. Il faut dire, par rapport aux maquiladoras, que dans l'histoire du Mexique, il y avait un programme qu'on appelait le programme de braceros en espagnol. Et braceros, c'est qui travaillent avec leurs bras, littéralement. Alors, le programme a eu lieu de 1946 jusqu'à 1964, parce que les États-Unis avaient besoin de la main-d'œuvre pour travailler. Alors, Père, avant qu'on parle précisément de votre mission au service des migrants, hein, qui essayait de rejoindre les États-Unis, hein, qui finalement restait à Ciudad Juárez, eh bien, avant de nous en parler, on va essayer de comprendre aussi quelle est l'importance de l'immigration latino-américaine aux États-Unis. Et on écoute pour cela le père mexicain Gonzalo Meza. Le Mexique connaît une dynamique migratoire complexe avec des flux de migration, d'immigration et de transit. Pour autant, l'immigration est désormais le courant dominant au Mexique. Les schémas de migration du Mexique vers les États-Unis répondent à un mélange de facteurs structurels comme les écarts de salaire et de niveau économique, la nature des marchés du travail et de la démographie et aussi un contexte d'intégration économique. Selon le Bureau de recensement américain, en 2014, il y avait 55 millions de Latinos aux États-Unis, desquels plus de 60% est d'origine mexicaine. Le chiffre des immigrés sans papier est très élevé. 11,3 millions d'immigrants sont arrivés dans ces pays sans papier. Alors voilà un nombre très très important hein, de Mexicains qui rejoignent les États-Unis, mais il y a aussi beaucoup de migrants, qu'ils soient mexicains ou originaires d'autres pays d'Amérique latine ou centrale, qui n'arrivent pas à gagner les États-Unis. Oui. Et c'est auprès d'eux justement que vous avez travaillé. Et l'Église, donc, elle est présente hein, pour les accompagner. Dites-nous un petit peu, voilà, comment vivent-ils, quel est leur quotidien? Effectivement, il y a à Ciudad Juárez, et en fait, tous les pays, on peut dire, c'est un couloir de passage, depuis le sud de Chiapas jusqu'à Ciudad Juárez, au Tijuana. De Chiapas, Tapachula jusqu'à Ciudad Juárez, il y a quand même 2880 km de distance qu'il faut parcourir avec tous les dangers du trajet. Voilà. Donc les gens arrivent là-bas, des fois, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas aller plus loin en fait. Aller plus loin, ouais, ils ne peuvent pas payer pour passer la frontière. Ouais. Donc l'accueil, c'est très important. Donc il y a en fait une maison d'accueil que ça s'appelle la Casa del Migrante, la maison du migrant, qui essaie d'accueillir. Donc les paroisses, quand les migrants arrivent dans une paroisse, on envoie les gens à ces maisons-là. Donc là, ils seront accueillis pour donner de la nourriture, des vêtements. Et les paroisses aussi aident cette maison-là. Donc c'est une œuvre assez importante là. Mais dans toutes les paroisses aussi, on accueille les gens. C'est l'accueil, le mot principal et l'activité principale. Parce que, comme vous disiez, ce sont des gens en passage, en mouvement tout le temps. Beaucoup d'arrivées, alors, quotidiennes? Oui. Donc, on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a à voir avec ça, des maquiladoras. Donc, après qu'on a mis en route le programme Maquiladoras, la ville a grandi énormément, la ville de Ciudad Juárez, énormément, dans quelques temps. De ces mouvements de population. De ces mouvements de population, de gens qui viennent pour travailler ou pour essayer de passer la frontière. Oui. Et donc, aujourd'hui, on parle d'une population de 1350 à peu près millions
1 350 000. Voilà, 1 350 000 habitants de la ville. Mais ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, parce que beaucoup de gens restent quand même là. Et pour nous donner peut-être un ordre d'idée, vous, quand vous y êtes arrivé en 1991, il y avait combien d'habitants? Et à peu près 1 million, un peu moins d'1 million. D'accord, oui, donc oui, ça oui, couvre aussi. Oui. Avec toutes les difficultés, j'imagine, d'infrastructures, de services publics que ça peut poser. Donc, tout à fait, tout à fait. Donc la ville s'agrandit sans programmation, sans projet. Voilà. Donc ça grandit comme ça, les gens arrivent, donc, parce que c'est un lieu assez désertique. Donc il y a beaucoup de champs, donc les gens s'installent, mais sans service. Le minimum qui sont là, il y a petit à petit. Ils vivent de manière très rudimentaire? Très pauvre, très éloigné. Et après, c'est après que petit à petit, il essaye la ville essaye de créer des services pour ces gens-là. Ouais. Qu'est-ce que vous gardez, vous, en mémoire de ces années-là auprès de ces périphéries particulières? Tout à fait, c'est le nom. Oui, c'est le mot, la périphérie, c'est la périphérie. Et ma paroisse, parce que j'avais une petite paroisse aussi, ça s'appelle Santo Niño. Et toute petite quand je suis arrivé, et au bout de 3 ans, ça grandit énormément aussi, avec la construction des immeubles et tout ça, ça grandit. Donc c'est une population très, très attachante, très jeune, très joyeux, très pauvre aussi, mais participative. Ce sont des gens qui sont là après d'une journée de travail de 9 heures normalement de travail. Les gens sont prêts pour venir à l'église, pour participer, très, très courageux. Donc pour moi, c'était très bien. C'est une église très vivante et notamment les jeunes. Il y a le programme aussi de la formation des jeunes vers la confirmation, le sacrement de la confirmation, et qui dure 1 an. Et les jeunes sont là, ils participent, ils s'engagent après. Donc c'est une église vivante. Ça, pour moi, c'est très important. Et donc pour eux, c'est très important aussi de se sentir appartenir à une communauté, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Et les gens cherchent, oui, à appartenir à une communauté, mais même s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ils se sentent accueillis. Alors on parle aussi de Ciudad Juárez comme une ville où il y a un phénomène particulier de féminicide. Expliquez-nous. Oui, c'est un problème très, très difficile et qu'on a fait beaucoup d'études, beaucoup de recherches dans des femmes, qui a commencé plus ou moins avant cette date-là que je suis arrivé là-bas. Donc ça continue jusqu'à dernièrement et on ne parle pas beaucoup maintenant. Mais il y a plusieurs hypothèses et jamais j'ai lu pour dire, voilà, c'est ça le problème. C'est un problème multifactoriel. Donc là, il y a, à cause de la situation géographique de la ville, de la situation et les problèmes des cartels de la drogue qui se sont développés après. Et pourquoi les femmes sont-elles victimes? Parce qu'il y a des gens qui disent aussi, les femmes d'abord, il y a des études qui disent les femmes parce qu'ils sont plus gérables, ils ne résistent pas avec la violence, avec les hommes. D'abord, voilà. Ouais. Mais après aussi, parce qu'il y a des gens qui disent c'est pour faire des films très violents, filmés en direct, là, et pour ça ils utilisent des jeunes femmes. Il y a d'autres qui disent, d'autres théories qui disent que c'est pour écarter l'attention aux autres problèmes qu'il y a dans le pays, qui sont plus importants. C'est multifactoriel, mais c'est dur maintenant et je pense que ça a arrêté un petit peu. En tout cas, on ne parle pas beaucoup maintenant depuis le dernier temps là. Donc l'Église, j'imagine, a dû l'Église condamne, l'Église condamne la situation à chaque fois. Et... Une dernière question, le temps passe vite. Père, pour vous, c'est quoi un petit peu les défis pour l'avenir de l'Église? Pour l'avenir de l'Église et du pays, pour moi, les défis, je crois que la visite du pape nous rappelle ça, et 3 choses.
la question de la pauvreté avec la population indigène et les plus pauvres. On dit qu'il y a toujours 43% de la population pauvre qui vivent en pauvreté, même si on dit dernièrement ça a amélioré ceux qui sont dans la pauvreté extrême un petit peu à cause des politiques d'assistanat que le gouvernement donne. Et puis la violence, évidemment. La violence est un problème du pays. Là, il y a les cartels de drogue, là, il y a la police impliquée, là, il y a les gouvernements. Il y a beaucoup. Et donc, c'est le défi. Et le défi aussi de l'Église. L'Église accompagne, l'Église dénonce chaque fois assez fortement. Il y a eu aussi des assassinats de prêtres, et même un évêque à Guadalajara. Donc, et la question des migrants. Les migrants qui traversent la frontière, mais aussi les migrants qui viennent partout dans le Mexique, qui parcourent de sud au nord les pays. Vous l'évoquiez notamment à Ciudad Juárez. Merci beaucoup, Père, de nous avoir apporté votre éclairage sur les chrétiens du Mexique. Et bien sûr, vous pourrez suivre ces jours-ci les temps forts du voyage du pape François au Mexique. Ce sera en direct sur notre antenne et sur KTO-TV.com. Très belle soirée à tous. Au revoir.